Bienvenue dans ce nouvel épisode de Investir pour demain où l'on parle d'éducation financière, de bourse et autres pour t'aider à gérer au mieux tes finances personnelles et tes investissements. Aujourd'hui, on va se focaliser sur un sujet qui est les entreprises de qualité. Comprendre ce qu'est une entreprise de qualité, comment les sélectionner et quelle stratégie est possible de mettre en place. Et pour cela, on a la chance aujourd'hui de recevoir Hugo, fondateur de EQ Invest, dont son objectif est simple, c'est de battre le marché à long terme grâce à des entreprises de qualité. Bah écoute, bienvenue sur les podcasts de Investir pour demain, Hugo. Bah, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors, est-ce que pour démarrer, tu pourrais te présenter, expliquer ton parcours et potentiellement aussi parler de EQ Invest et pourquoi les entreprises de qualité. Bon, ça, on y reviendra par la suite, mais si tu peux te présenter Ouais. un petit peu ton parcours. Ok, bah, alors grosso modo, moi j'étais développeur avant de me lancer sur YouTube, développeur et ensuite product designer, donc j'ai travaillé sur plusieurs types d'applications, mais toujours voilà, orienté dans la tech. Et donc j'ai lancé la chaîne IQ Invest fin 2023 parce que en fait j'ai commencé à investir donc début 2022. Et j'ai acheté mes premiers ETF début 2022 et au début j'avais une stratégie 100% passive. Donc vraiment le plus passif possible. J'avais 85% MSCI World et 15% Emerging Market. Et en fait, le problème, c'est que j'ai commencé de plus en plus à aimer la bourse et l'investissement. Et forcément, plus tu t'y intéresses, moins tu arrives à te contenter de juste acheter des ETF tous les mois. Donc petit à petit, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir en parallèle une stratégie de stock picking. Et au début, j'hésitais entre plusieurs types de stratégies. Je voulais notamment me lancer dans les dividendes au début. Et ensuite, je suis tombé sur l'investissement qualité, donc mi-2023, été 2023. Et j'ai trouvé ça génial comme concept, parce qu'en fait, je trouve que c'est juste l'investissement le plus logique qui puisse exister. Et à la suite de ça, en fait, j'ai commencé à analyser mes premières entreprises. J'avais fait un screener un peu à la main. J'avais récupéré des données à droite à gauche et j'avais fait un screener sur Google Sheet. Et j'avais commencé à faire des analyses de mon côté. Et je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire tout ce boulot, autant le partager. Donc j'ai lancé la chaîne YouTube fin 2023, donc IQ Invest. D'ailleurs, le nom, ça veut juste dire investissement qualité invest. En fait, IQ, c'est juste investissement qualité. Donc j'ai pas trop d'inspiration. Et, Ouais. et voilà, en fait, donc j'ai lancé ça avec, dès le départ, l'objectif donc de lancer une application, parce que du coup, donc moi, mon business model aujourd'hui, c'est que j'ai une application qui s'appelle IQ Invest et qui permet de faire deux choses, d'analyser les meilleures, enfin, de trouver et analyser les meilleures entreprises avec un stock screener qui a plus de 47 000 entreprises disponibles, donc grosso modo le monde entier avec toutes les tailles de capitalisation possibles et une partie portefeuille, puisqu'une fois qu'on a sélectionné et acheté des entreprises, l'idée c'est de savoir est-ce qu'on bat ou pas le marché, parce que si on bat pas le marché, grosso modo ça sert à rien, autant acheter un ETF. Et donc c'est un peu en deux temps. Premier point, trouver les entreprises, et ensuite voir si notre stratégie bat le marché ou pas. Ok, génial. Donc, tu étais quand même de base sur l'investissement passif. Et après, tu t'es Ouais, réorienté sur l'investissement plus actif, donc le stock picking, et notamment c'est les ça. entreprises de qualité. Avant de nous expliquer un peu pourquoi tu as décidé de partir sur ce type d'entreprise et tout, est-ce que tu pourrais expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est une entreprise de qualité et quels sont potentiellement ses critères et ses principaux atouts, en fait? Pourquoi une entreprise est dite de qualité? Bah alors effectivement, tu as un peu deux faces, je dirais, enfin deux choses fondamentales qui font qu'une entreprise est de qualité. Premier point, tu as la partie quantitative. Donc là, ça va être purement les chiffres. Est-ce que l'entreprise gagne de l'argent? Déjà, il faut qu'elle soit rentable. Est-ce qu'elle a de la croissance? Si l'entreprise n'a pas de croissance, ça sert à rien. Est-ce qu'elle a des grosses marges? Alors là, après, c'est relatif parce que les marges, ça peut dépendre du secteur. Tu vois, Amazon, par exemple, elle a quasiment pas de marge. Pourtant, c'est une entreprise de qualité. Ensuite, est-ce qu'elle a des bons retours sur capitaux? Et tu peux intégrer d'autres paramètres dans l'aspect quantitatif. Typiquement, si tu veux du dividende, est-ce qu'elle verse un dividende et est-ce qu'elle l'augmente de manière régulière? Est-ce qu'elle fait des rachats d'actions? Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte pour cette partie quantitative. Et ensuite, tu as la partie fondamentale. Donc là, ça va plutôt être orienté sur l'avantage compétitif. Est-ce qu'elle a un avantage compétitif qui lui permet d'être leader sur son marché encore pour les 10 à 20 prochaines années?
Et il y a d'autres aspects. Est-ce qu'elle a, par exemple, des produits diversifiés? Est-ce qu'elle est diversifiée géographiquement? Est-ce que son management est compétent? Est-ce qu'elle a un bon management? Parce que bah, forcément, in fine, en fait, quand tu investis dans une entreprise, tu donnes ton argent aux gens qui gèrent cette entreprise, donc vaut mieux qu'ils soient compétents. Voilà, c'est un peu comme ça que je résumerai le truc. C'est quand même très très, enfin, je veux dire, pas que c'est large, mais pour trouver une entreprise de qualité, par exemple, déjà, si tu pouvais donner un exemple, ce serait, donne 5 entreprises de qualité qu'on pourrait retrouver actuellement. Bah écoute, si je te donne ça, je vais reprendre ma watchlist que j'ai sous les yeux. Tac, typiquement, dans ma watchlist, bon, il y en a qui sont extrêmement connus, hein, mais tu as Amazon, Alphabet, Meta, Mastercard, S&P Global, tu vois, pour ne citer qu'elles. Ce sont pour moi des entreprises de qualité. Ok, ok. Super intéressant. Et toi, tu regardes aussi, bon, on va en parler après des critères que tu regardes. Donc, quand tu investis dans une entreprise de qualité, ça peut être également une entreprise value, growth, dividend, ou c'est vraiment une catégorie à part. C'est une bonne question. Je dirais que une entreprise de qualité n'est pas forcément un investissement value, mais pour qu'un investissement soit rentable, il doit être value, dans le sens où si tu achètes une entreprise de qualité à des prix débiles, comme Costco par exemple, qui a 52 fois ses bénéfices, avec un PE de 52, bah Costco, oui, sur le papier, c'est une entreprise de qualité, mais si tu l'achètes à un PE de 52, potentiellement, ça sera un mauvais investissement, parce que le cours de l'action, il va pas monter jusqu'à 120 PE, et l'entreprise, elle va pas faire 40% de croissance par an de ses bénéfices, donc au bout d'un moment, mathématiquement, ça colle pas. Donc pour moi, toute entreprise dans laquelle tu investis doit être de qualité, mais quand tu l'achètes, ça doit être aussi du value parce que tu veux pas acheter une entreprise trop chère. Et après, le dividende, ça c'est quelque chose de un peu à part. Personnellement, j'ai des entreprises qui versent, la majorité des entreprises que j'ai versent un dividende, mais j'en ai aussi qui en versent pas. Ma plus grosse position, par exemple, c'est Fortinet, elle verse pas de dividende. Mais ça peut être un critère. Bah, à l'inverse, tu vois, j'ai Fortinet qui verse pas de dividendes, mais j'ai aussi une entreprise qui verse 6% de dividendes, c'est Canadian Natural Resources, c'est une pétrolière canadienne. Je considère que c'est une entreprise de qualité, mais ça peut être aussi apparenté à du dividende, quoi. Ok. Ouais, ouais, ça peut rentrer en compte dans ta stratégie, enfin, je veux dire, des dividendes peuvent rentrer en compte dans une entreprise de Ouais, qualité. c'est un plus. C'est pas Après, forcément un critère décisif, mais c'est un plus. oui. Et quand tu parlais de growth, parce que par exemple, tu prenais Amazon, Amazon c'est quand même une entreprise de croissance, de qualité, c'est ça? Alors, est-ce qu'on peut encore la qualifier de croissance? Je sais pas, parce qu'elle a quand même atteint un niveau de maturité monstrueux. Tu vois, c'est l'entreprise qui a fait le plus gros chiffre d'affaires au monde l'année dernière, il me semble, ou au trimestre dernier, je sais plus. Enfin, elle est passée devant Walmart. Et ses revenus augmentent beaucoup moins vite qu'avant. Tu vois, les taux d'estimation sur les 5 prochaines années, c'est à peu près 9% par an. Est-ce que tu peux toujours dire que 9% par an de croissance, c'est toujours du growth? Je sais pas. Mais si tu prends la définition pure de l'investissement growth, c'est investir dans des entreprises qui ont une forte croissance, peu importe leur valorisation. Genre, tu peux acheter du Nvidia à 120 dollars, c'est pas grave. Personnellement, c'est pas du tout ma philosophie, mais d'un autre côté, j'investirai jamais dans une entreprise qui n'a pas de croissance, parce que déjà pour moi, elle rentre pas dans la catégorie qualité s'il n'y a pas de croissance. Oui, c'est sûr. C'est comme, c'est comme un pays. S'il n'y avait pas de croissance, son PIB, alors voilà, tu vois. Ouais. C'est compris. C'est pareil pour les entreprises et pour les États. Et justement, toi, donc, une entreprise de qualité, est-ce qu'elle peut être mal valorisée et comment tu arrives justement à la trouver? Tu te dis, ok, celle-là, elle est sous-évaluée. Ça peut être intéressant. Tu vois, potentiellement, t'as fait le cas, ton opportunité avec l'entreprise canadienne, non? C'est ce que tu avais dit. Ouais, bah effectivement, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il y a des périodes dans lesquelles tu trouves pas d'entreprise de qualité sous-valorisée parce que tous les marchés sont élevés. En ce moment, c'est déjà un peu plus facile parce Ouais. que ça s'est pris une petite claque. Mais ça va être au cas par cas. Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai acheté Fortinet, c'était en août 2024. Elle était aux alentours de 60 dollars.
euh, et elle était sous-valorisée, mais pas dans le sens pure value du terme, c'est-à-dire qu'elle était sous-valorisée, mais avec un PE de 30, tu vois. Mais elle était sous-valorisée. En fait, moi, pour calculer la valeur d'une entreprise, j'ai trois paramètres. Tu prends la métrique que tu veux, que ce soit les ventes, les bénéfices ou les free cash flow. Tu appliques un taux de croissance sur les 5 prochaines années sur la métrique par action, donc les bénéfices par action, par exemple, donc les EPS, par exemple 10% par an. Ça te donne un EPS dans 5 ans. Donc si aujourd'hui elle est à 10 et que tu appliques 10% par an, mettons, ça fait 15 dans 5 ans. Du coup, ensuite, tu vas pouvoir appliquer un PE final et ça va te donner en fait le prix dans 5 ans de l'action. Donc si l'entreprise aujourd'hui a des EPS de 10 et qu'elle est valorisée à un PE de 10, ça veut dire que son prix est de 100, parce que 10 fois 10, ça fait 100. Si dans 5 ans, ces EPS, parce que tu as estimé qu'elles pouvaient les croître à 15% par an, sont de 15, du coup, et si elle reste à un PE de 10, son prix, ça sera 150. Donc entre 100 et 150, tu peux calculer un rendement. Tu te dis, si je l'achète aujourd'hui à 100, combien est-ce que cet investissement va me rapporter par an sur les 5 prochaines années? Et à partir de là, tu peux te dire, est-ce que j'ai envie de l'acheter ou pas? Par exemple, Alphabet, si je te prends Alphabet, aujourd'hui, selon mes hypothèses, ça offre 12,82% de rendement sur les 5 prochaines années. Donc, c'est au-dessus. Moi, mon seuil, c'est 12%. Tu vois, je vise toujours 12% parce que j'estime que le S&P 500, c'est 10%. Donc, si tu prends une petite marge de sécurité, 12%, ça t'offre des investissements qui peuvent a priori battre le S&P 500. Voilà. Quand tu dis rendement, c'est plutôt la rentabilité, non? C'est le rendement plus la C'est performance. c'est le rendement total que peut t'offrir ton investissement. Donc, l'appréciation du cours de bourse plus les dividendes. Ouais, donc la rentabilité. Ok, nickel. Justement, ça me permet de rebondir sur la question suivante. Toi, aujourd'hui, quels sont les critères clés que tu regardes avant d'investir dans une entreprise de qualité? T'as dit le PE? Tu veux dire en termes de sélection, Là, on va de plus, sélection ou de valorisation? euh, les deux. Sélection, puis valorisation. Valorisation, Ok. après, ouais, vas-y. Alors, moi, en fait, j'ai une méthode d'analyse qui se découpe en 3 étapes, quantitatif, fondamental et valorisation. Donc, quantitatif, je regarde juste les chiffres et j'ai un système de notation qui me permet de noter l'entreprise de 0 à 20. Et si elle est en dessous de 12 sur 20, généralement, c'est non direct. Il y a des exceptions, par exemple Amazon, selon cette méthode, elle est notée 6,5 sur 20. Donc, si tu t'arrêtes juste à cette note, Amazon, tu rentres pas dedans. Mais, encore une fois, il faut le remettre en contexte par rapport à son secteur. Amazon, c'est une entreprise qui a des marges faibles, donc forcément, elle perd des points, mais c'est son secteur qu'il veut. Si je te donne un autre exemple, j'ai récemment ajouté une entreprise à ma watchlist qui s'appelle CPKC, Canadian Pacific Kansas City. Elle est notée 9 sur 20. C'est une compagnie de chemin de fer nord-américaine. Donc pareil, si tu t'arrêtes là, tu t'investis pas dedans. Mais ça fait un très bon filtre de départ parce que 95% des entreprises qui sont en dessous de 12 sur 20, ça vaut même pas le coup de les regarder, tu sais qu'elles sont pourries, quoi. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, deuxième étape, et c'est l'étape la plus simple parce qu'en fait, tu as juste à trouver les données. Et justement, tu dois quelles données? Je sais pas si tu peux les partager ou... Ouais, effectivement, alors moi, du coup, c'est. Est-ce que tu veux que je te partage mon écran ou pas? Ça va fonctionner, ouais? Ouais. Ouais, normalement, ça va Vas-y, fonctionner. vas-y. On est là. Comme ça, je On est peux là te pour ça. montrer Pour directement. ceux qui seront en podcast audio, vont Je vais essayer de décrire au écouter mieux. ce que Hugo va dire. Mais ouais, ça peut Je être vais te vraiment intéressant, je montrer pense. Tu regardes pour le... Apple. Donc en fait, moi, ma source de données, c'est toujours l'application IQ Invest. Donc si tu prends l'entreprise Apple, tout le monde la connaît, tu as la note quantitative. Donc en l'occurrence, c'est 16 sur 20 pour Apple. Et sur cette note-là, tu as plusieurs choses. Donc tu as les retours sur capitaux. J'ai 3 médianes. Donc tu as le ROIC sur un an. Alors là, c'est pas une médiane, c'est juste le ROIC, donc le Return on Invested Capital sur la dernière année. Tu as la médiane sur 5 ans, la médiane sur 10 ans. En fait, à chaque fois, pour chaque métrique, tu appliques un barème. Donc par exemple, là, le ROIC, s'il est supérieur à 20%, c'est plus 1.
S'il est entre 10 et 20%, c'est plus 0,5. Et s'il est inférieur à 10%, c'est 0. Donc comme ça, en fait, tu as 20 critères et c'est hyper simple de calculer la note. En fonction du barème, tu ajoutes juste un point, 0,5 ou pas de points. Sur la rentabilité, tu as la marge brute, la marge opérationnelle, la marge nette et le CAPEX. Donc le CAPEX, c'est le pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport à l'operating cash flow de l'entreprise. Donc l'operating cash flow, c'est un peu similaire au résultat net, mais ça prend pas en compte tout ce qui va être dépréciation, amortissement, etc. Ouais, c'est Et les CAPEX, voilà, les CAPEX, c'est les dépenses en capital, donc ça va être les dépenses en actifs tangibles. Donc typiquement les infrastructures, les usines, les data centers pour les entreprises de la tech, etc. Ensuite, tu as la croissance. Donc, tu as la croissance du chiffre d'affaires sur la dernière année, la médiane sur les 5 dernières années et sur les 10 dernières années, et un score de prédictibilité qui mesure en fait la linéarité de l'augmentation du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années. Ensuite, tu as les bénéfices. Donc là, c'est mesuré par les free cash flow, avec pareil la croissance sur 1 an, 5 ans, 10 ans. Le dividende, avec sa croissance sur 1 an, 5 ans, 10 ans, et le nombre d'années d'augmentation consécutive du dividende. Et ensuite, il te reste deux critères, donc les dettes mesurées par le ratio dette sur EBITDA et le payout ratio qui est le pourcentage de dividendes versés par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Ok. Donc ça, c'est la partie quantitative. C'est ça. Et ensuite, après, tu peux aller plus loin et effectivement aller fouiller dans les bilans et regarder l'évolution des chiffres parce que ça te dit aussi beaucoup. Tu vois, typiquement, si tu as des marges qui augmentent sur une société, c'est bon signe. Si tu as des marges qui augmentent dans le temps et à l'inverse, si tu as des marges qui diminuent, c'est mauvais signe. Pareil pour les retours sur capitaux. S'ils augmentent, c'est bon signe. S'ils diminuent, c'est mauvais signe. Tu peux aussi regarder les actions en circulation. Idéalement, tu veux que l'entreprise rachète ses actions et fasse pas de dilution. Pareil pour la dette. Voilà, il y a pas mal de métriques après que tu peux aller creuser un peu plus loin pour te faire un avis quantitatif sur la société, quoi. Franchement, c'est très carré, hein. Ton outil, puis c'est très visuel. Donc, ouais, franchement, très très propre. Donc, ça, c'est ta première partie. La deuxième, c'est la partie qualitative. Donc là, tu C'est regardes, ça. comme tu as dit, tu regardes la concurrence. Tu regardes tout ce qui va être réglementation aussi. Alors en fait, moi, pour la partie fondamentale ou qualitative, ça dépend de comment tu l'appelles. Principalement, bah, je lis les rapports annuels, hein, forcément. Les conf calls, souvent les présentations investisseurs aussi. Alors ça dépend des entreprises. T'en as qui les font bien, t'en as, c'est des PowerPoint des années 90, t'as pas envie de les lire. Après, bon, t'as plein de sources sur Internet. L'IA aussi, c'est hyper pratique. Que ce soit GPT, Grok, Gemini, tu peux toujours demander. Si tu fais des petits tips, je sais pas si tu fais ça, c'est si tu fais des requêtes en lui disant explique-moi par exemple, je sais pas moi, l'avantage compétitif de Apple en me donnant des sources et des données chiffrées, bah, il va vraiment aller te donner toutes les sources et comme ça tu peux aller creuser tout. Enfin, c'est vachement bien, ça accélère vachement le processus de recherche. Et après, en fait, moi, l'analyse, je la fais un peu en 3 étapes. Premier point, je fais une analyse SWOT de la société. Donc force, faiblesse, opportunité, menace. Ensuite, l'avantage compétitif. Donc j'essaie de me demander, parmi les 5 types d'avantages compétitifs, quels sont les avantages compétitifs de la société. Donc tu as avantage de coût, actif intangible, effet de réseau, coût de changement et marché efficient. Globalement, c'est les 5 gros avantages compétitifs possibles. Et tu peux aussi te référer à Morningstar, ils font des analyses qui sont vachement bien, qui sont disponibles gratuitement sur Interactive Broker, avec voilà, tout un rapport à chaque fois sur les sociétés et où ils attribuent une note d'avantage compétitif, donc pas d'avantage compétitif, petit et grand. Et alors faut pas la prendre au pied de la lettre parce que des fois la note n'est pas forcément hyper cohérente, mais ça peut donner une bonne base, quoi. Et après, moi j'ai une checklist sur 10 questions en fait qui me permet de filtrer encore plus ou si l'entreprise est à plus de 7 sur 10, elle rejoint ma watchlist, sinon elle rentre pas dedans. Ok. Ok. Et après, t'as ta valorisation, c'est ça? Ouais, la valorisation, donc là, comme je t'ai expliqué, ça va dépendre de la société. Soit tu prends les EPS, soit tu prends les free cash flow par action, soit tu prends les ventes par action. Les ventes par action, c'est pertinent quand l'entreprise est pas forcément rentable ou pas rentable tous les ans. Typiquement, Amazon, tu as des années où elle perd de l'argent, elle a des marges qui sont très faibles. Donc pour Amazon, c'est intéressant de prendre plutôt en compte les ventes
plutôt que les bénéfices ou les free cash flow. Et pareil, après, en fonction des sociétés, tu as des sociétés qui ont des free cash flow qui sont cycliques et qui sont ingérables, comme je sais pas moi, ASML. ASML, elle a des free cash flow qui sont en dents de scie, qui font n'importe quoi. Mais par contre, ces EPS, ils sont très stables, donc tu peux te fier aux EPS pour la projection. Et après, bah, tu appliques un taux de croissance sur les EPS, par exemple, puis un multiple de fin, et ça va te donner en fait le prix de l'action dans 5 ans. Donc, toi, tu te focuses sur des entreprises de quelle taille? Des larges, medium ou small cap? Enfin, principalement des larges. Bah alors, j'ai pas forcément de focus particulier, mais j'ai que des large caps en portefeuille. Ok. J'avoue que Fortunate, c'est ça, hein, je connaissais pas du tout. Fortinet. Alors Fortinet, c'est une large cap. De mémoire, elle a 80 milliards de capitalisation, donc c'est quand même Oui, quand même. une Ouais. belle société. Et c'est un des leaders américains sur la cybersécurité. Donc ils ont pas mal de services, que ce soit des services logiciels ou même du hardware. Ils vendent des firewalls, des systèmes de routage, des systèmes de protection pour les clouds, les data centers, tout ça. Enfin, ils vendent pas mal de trucs dans la cybersécurité. Donc, ils doivent aussi avoir des contrats avec le gouvernement, non? Je crois, peut-être, mais ils ont surtout des contrats avec des grosses sociétés. Ils ont, de mémoire, je crois qu'ils ont 60% du S&P 500 en clients. Ah oui, ok. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment diversifié aux États-Unis. Alors, ils sont dans le monde entier. Ils sont présents dans le monde entier. Ils sont d'ailleurs plutôt bien diversifiés géographiquement. Et puis surtout, Fortinet, elle a le gros avantage d'avoir une intégration logicielle hardware qui est très forte parce qu'elle développe son propre OS pour ses solutions, qui s'appelle FortiOS. Elle fabrique aussi ses propres puces chez TSMC pour, par exemple, ses pare-feux, etc. Et en plus de ça, elle est toujours gérée par ses deux fondateurs, qui sont deux frères et qui gèrent la société depuis les années fin des années 90 quand ils l'ont fondée. Ouais, donc c'est une entreprise familiale, on va dire, entre guillemets. Ouais, c'est Si tu ça. veux rester. Et quantitativement, elle est monstrueuse. Ok. Ok, je jeter un coup d'œil, je t'avoue, je connaissais pas du tout cette entreprise. Toi, aujourd'hui, vu que tu as fait de l'investissement passif avant, aujourd'hui, toi, ta part de portefeuille boursier consacrée aux entreprises de qualité, c'est 100% ou tu as toujours une partie quand même qui est dans les ETF et pour quelqu'un qui souhaite investir sur le long terme, tu préconiserais quoi? Quelqu'un qui commence par exemple et qui souhaite investir sur des actions de qualité, tu lui dirais de mettre une grosse partie dans les actions de qualité ou quand même diversifier avec plus le côté passif? Alors, moi aujourd'hui, je suis à 60% actions, 40% ETF. Ok. En ETF, je suis en 100% États-Unis. J'ai 80% de S&P 500, 20% de Nasdaq. Et en fait, ma partie ETF, mes 40%, c'est tous les ETF que j'ai accumulés quand j'étais en investissement passif pendant 1 an et demi. Oui, c'est un peu plus d'un an et demi, quasiment 2 ans d'investissement passif. Et en fait, depuis que j'ai découvert, enfin que je me suis lancé dans l'investissement qualité, j'ai pas racheté d'ETF. Et aujourd'hui, j'achète que des actions. Et après, pour quelqu'un qui commence, moi je dirais toujours potentiellement de commencer par des ETF parce qu'au moins tu te poses pas de questions et ça te permet d'être investi. Le plus important, c'est de commencer et d'être investi. Et après, par contre, de commencer petit à petit, euh, parce que alors, tu pourrais dire, par exemple, de faire 80% ETF, 20% actions, mais en fait, dans la réalité, si tu commences à investir et à faire du stock picking, tu pourras jamais avoir une répartition propre parce que tu peux pas les acheter toutes d'un coup. Euh, Par exemple, il y a des mois où tu auras peut-être zéro opportunité d'achat sur des actions parce que les marchés sont trop hauts. Peut-être qu'il y a des mois où tu auras envie d'envoyer une grosse cartouche d'un coup parce qu'il y a telle ou telle action qui est décotée, et voilà. Donc ça dépend vraiment, quoi. Mais Oui, après, bon, vas-y. faire les deux, ça peut être pertinent. Ok. Pour, Parce que là, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que je dis, ouais, qu'on a des opportunités, investir, pas investir. Mais au final, tu vois, tu sais pas vraiment, imagine, t'as l'entreprise qui chute, tu te dis, vas-y, je vais encore attendre avant d'investir, qu'elle chute un peu plus. Au final, elle chute pas, elle remonte. Tu vois, tu loupes ton point d'entrée, tu vois. Je trouve que ça a toujours ce risque du côté stock picking, et après, c'est mon avis, tu vois. Mais essayer de timer le marché, je trouve qu'au final, t'es jamais vraiment dans le marché, tu vois.
Bah, alors, c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai eu une philosophie un peu hybride depuis depuis le début. C'est-à-dire que je me force à investir tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, j'ai, ma DCA à investir et en fait, je l'investis dans la meilleure opportunité de ma watchlist. Donc j'ai une watchlist de 16 actions, aujourd'hui qui sont, alors j pas toutes les entreprises que j'ai en portefeuille sont dans ma watchlist de 16 actions aujourd'hui. Parce que c'est une nouvelle watchlist que j'ai, élaguée, on va dire. Et en fait, sur ma watchlist, donc tu vois, tu peux, calculer donc, l'évaluation du prix pour chaque entreprise via, enfin moi j'utilise l'application et ensuite ça te donne donc le pourcentage de rendement que peut t'offrir l'entreprise par rapport à son prix actuel. Donc tu peux ensuite les classer et du coup, tu vois en haut de la liste quelles sont les entreprises les plus rentables à acheter en ce moment. Si je te donne un exemple, sur ma watchlist, les 4 entreprises aujourd'hui qui sont à plus de 12 par an de rendement, donc dividendes compris, hein, appréciation du cours de bourse plus dividendes sur les 5 prochaines années, tu as LVMH, Meta, Alphabet, Amazon. C'est les 4 seules qui sont, intéressantes en ce moment d'après les entreprises que je suis. Ouais. Heu, Effectivement. Il a repris une claque là. ouais, elle est à 85 €, mais après LVMH, c'est un cas particulier parce que personnellement, je l'ai plus en portefeuille, et je sais pas si je la rachèterai de sitôt, tu vois? Mais mais voilà et en fait, du coup, ça te permet comme ça tous les mois d'avoir quelques enfin, au moins une entreprise sur laquelle te positionner qui est intéressante. Mais Ça, c'est cool. voilà, je suis en train de me dire, enfin, plus ça va, plus, je suis en train d'essayer de changer cette stratégie pour plutôt avoir une philosophie, parier rarement, mais parier gros. C'est-à-dire que quand tu as une watchlist d'entreprises très sélective, ensuite et que tu as tes prix justes, auxquels tu sais que tu n'achètes pas l'entreprise si elle atteint pas ce prix-là, et ben si tu as rien à acheter, bah, il y a rien à acheter. Et à l'inverse, si tu as une entreprise qui, pour X ou Y raison, est super décotée, voilà, je te prends l'exemple, si tu regardes le cours de bourse de Fortinet, je sais pas si tu l'as ou pas, J'irai voir tout à l'heure. mais en gros, elle était à 60 $ quand je l'ai achetée en juillet 2024 et aujourd'hui, elle est à 96 $. Tu vois, donc elle a quasiment fait x2 depuis et ça s'est passé en l'espace de une journée. C'est-à-dire qu'en une journée, elle est passée de 59 $ à 74 $ grosso modo et moi, mon prix juste, il était à 60 $, un truc comme ça. Et en fait, elle a publié les annonces de résultats. Elle a fait des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Donc son cours de bourse a explosé. Et depuis, elle est beaucoup trop chère. Mais en fait, quand tu connais bien la société, que tu l'as analysée et que tu es à l'aise avec son business model, son avantage compétitif, que tu comprends bien pourquoi la société est de qualité et que tu as ton prix juste qui est défini, bah, quand elle atteint ce prix juste, tu le sais. Tu le sais et à ce moment-là, bah, c'est à toi d'être réactif et d'investir ou de pas investir, quoi. Ok. Donc là, c'est sur le côté d'investir. Maintenant, je vais prendre l'inverse, c'est-à-dire sur le fait de vendre. Pour toi, donc là, notamment, tu avais vendu LVMH. Est-ce qu'il y a un moment idéal pour vendre? Ou quels sont les signaux, en fait, qui peuvent t'alarmer et te dire, ah ouais, non, en fait, là, faut que je commence à vendre. Tu vois? Bah, alors il y a plusieurs choses. 1 point, je pense qu'il faut jamais vendre, ses positions en plus-value. C'est-à-dire que si tu as une entreprise, ah tiens, ça met un ça met un pouce. Un petit Si pouce. tu as une entreprise qui pour, X ou Y raison a explosé et tu as, ta ligne qui est à 100 de plus-value et que tu estimes qu'elle est survalorisée, c'est pas une raison pour vendre. Tu vois, il y a un célèbre dicton qui dit, «Il faut pas, couper les fleurs pour arroser les mauvaises herbes», tu vois? Donc, tu coupes pas tes gagnants pour renforcer tes perdants. Donc voilà, une survalorisation, c'est pas, une raison pour vendre. Oui. Donc idéalement, en fait, t'aimerais ne jamais vendre parce que, tu achètes une entreprise de qualité, elle reste de qualité et tu la vends jamais. Et en fait, tu laisses ta position courir, tu la renforces si jamais tu vois des opportunités pour la renforcer,
Mais globalement, en fait, après, tu peux la garder 10, 15, 20 ans, c'est l'idéal. Ensuite, il y a 2 raisons, selon moi, qui sont valables pour vendre. Premier point, et c'est, je pense, la plus dure, c'est quand tu estimes que l'entreprise n'est plus de qualité, ou en tout cas qu'elle ne correspond plus à ta thèse d'investissement et que ses fondamentaux se sont dégradés pour X ou Y raison. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais si, typiquement, tu vois, tu pourrais dire Disney, c'est un exemple typique d'entreprise qui a complètement flingué ses fondamentaux depuis qu'ils ont pris leur virage woke et qu'ils ont flingué toutes leurs licences. Tu vois. Ils avaient des actifs intangibles de malades, ils avaient les plus grosses licences du monde, genre Star Wars, c'était la plus grosse licence de la pop culture, t'avais même pas de débat là-dessus. Et aujourd'hui, Star Wars, c'est plus rien. Ils ont réussi à tout flinguer. Et en théorie, t'aurais pu le voir venir en 2021 quand ils ont fait n'importe quoi avec toutes leurs licences, et là, ça aurait été un argument pour dire, bah, moi, Disney, ça correspond plus à ma thèse d'investissement, je sors. Euh, Pareil, par exemple, pour Google, au moment où l'IA est arrivée et qu'ils étaient en retard sur Gemini. Alors moi, je pense pas que c'était forcément une raison pour vendre Google, même au contraire, mais ça aurait pu. Ça aurait pu, pareil. Alors, LVMH, je sais pas si c'est un bon exemple, mais tu pourrais dire la thèse sur LVMH sur les 10 dernières années, c'était que la majorité de la croissance venait de l'économie chinoise et de la classe moyenne chinoise. Aujourd'hui, c'est plus le cas et elle se fait massacrer en Chine. Tu vois, donc, est-ce que c'est une raison pour vendre LVMH? Est-ce que ses fondamentaux sont impactés ou pas? Ça sera à chacun de se faire son opinion. Mais ça, c'est la raison la plus dure. Et la deuxième raison pour vendre une entreprise, c'est quand tu veux concentrer ton portefeuille dans tes meilleures positions. Par exemple, moi, quand j'ai vendu LVMH, je l'ai vendu parce que, en fait, je l'avais acheté à un prix qui était complètement débile. J'avais un PRU de 740 dessus. Je l'avais, je venais de commencer ma stratégie quality et j'avais pas de méthode de valorisation à l'époque, tu vois. Donc je l'ai acheté vraiment n'importe comment. Et du coup, en fait, je l'ai revendu après parce que j'ai élagué mon portefeuille et j'ai revendu 3 positions dans mon portefeuille qui étaient L'Oréal, Dassault Systèmes et LVMH. C'est 3 positions sur lesquelles je suis rentré n'importe comment, que j'ai acheté n'importe comment. Et en plus de ça, L'Oréal et Dassault Systèmes, aujourd'hui, je considère plus que ce soit des entreprises de qualité, ou en tout cas pas au niveau de ce que j'attends pour mon portefeuille, au vu de ce qu'il y a comme entreprise, tu vois, dans ma watchlist. Et du coup, je suis sorti de ces 3 positions pour me concentrer sur des plus grosses positions. Enfin, des plus grosses convictions. Et il y a juste un élément où je suis pas forcément tout à fait d'accord. Tu disais que, après c'est mon point de vue, que quand par exemple l'entreprise elle explose, elle est surévaluée, faut pas vendre. Ok, mais je pense que c'est toujours bien de prendre une petite partie de plus-value parce que si elle est surévaluée, à un moment donné elle va retracer et potentiellement alors réinvestir tes gains. Alors ça, c'est extrêmement dangereux parce que t'as le risque qu'elle retrace jamais. T'as des entreprises qui sont très fortement valorisées et qui le restent pendant extrêmement longtemps. Oui, Et potentiellement, en fait, si tu sors d'une position en plus-value, tu coupes tes intérêts composés. Tu coupes tes intérêts composés et à moins d'être sur PEA, tu payes des impôts. Donc en fait, tu flingues totalement ta performance. Tu coupes tes intérêts composés, tu payes des impôts. Et la seule raison, je pense, pour laquelle ça serait intéressant de le faire, c'est si jamais tu as vraiment, vraiment une meilleure opportunité pour allouer ce capital. Mais si c'est pas le cas, il n'y a aucune raison selon moi en tout cas, de prendre tes plus-values dessus. de toute façon, dans tous les cas, pour moi, à partir du moment où tu commences à vendre tes entreprises, c'est que ça fonctionne plus trop bien, quoi, en soi. Et que là, t'as un manque à gagner considérable, je pense, sur Ouais. le long terme. Et je rebondis sur un petit peu on parlait tout à l'heure des ETF, justement. Toi, quel est ton avis des ETF quality? En gros, historiquement, j'avais analysé ça. Les ETF MSCI World Quality ont surperformé le MSCI World. Est-ce que aujourd'hui, potentiellement, ça pourrait être plus intéressant d'être alloué à un ETF MSCI World Quality plutôt qu'un ETF MSCI World tout simple?
Alors, oui, sur le papier, c'est super et c'est, logique parce que, alors on en reviendra sur, peut-être est-ce que c'est possible de battre le marché ou pas, mais, pour moi, Ouais. c'est la preuve, ultime que tu peux battre le marché en faisant d'une stratégie quality, c'est que, un simple filtre sur un ETF quantitatif, parce que du coup, le TF Quality, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre une belle croissance du chiffre d'affaires, une linéarité de la croissance du chiffre d'affaires, et ils prennent un bon ROE aussi de mémoire. Ah non, je crois qu'ils prennent un bon ROE, après ils donnent pas exactement les barèmes. C'est ROE, dette faible et linéarité de la croissance du chiffre d'affaires. C'est ça les trois critères. Ils battent largement l'indice de référence. En fait, c'est logique, parce que si tu prends, je sais pas moi, tu prends le CAC 40, 80% des entreprises du CAC 40, c'est flingué. Dedans, tu vas retrouver du Orange, tu vas retrouver, je sais pas moi, du Crédit Agricole, voilà, tu vas retrouver du Pernod Ricard. Bon, est-ce que Pernod Ricard c'est flingué? Non. Enfin voilà, tu vas retrouver plein d'entreprises qui sont pourries, qui font pas de croissance. Tu vas retrouver du Engie. Enfin, voilà. En fait, si tu vires toutes ces entreprises pourries, bah, tu te retrouves qu'avec les entreprises, qu'avec les meilleures entreprises qui font la croissance des indices. Et les entreprises qui font la croissance des indices, généralement, c'est celles qui sont de meilleure qualité. Oui. Effectivement. Par contre, il y a une chose que j'avais également analysée, c'est que j'ai regardé un S&P 500 de qualité par rapport à un S&P 500. Sur les 6 dernières années, il n'y a aucune différence. Alors moi, quand j'avais regardé, il y avait une surperformance du S&P 500 Quality par rapport au S&P 500 classique. Euh, alors attends, je vais te dire ça. S&P 500 Quality Index. Non, c'est vrai, la performance, elle est à peu près similaire en fait entre les deux. Sur La combien performance, c'est d'années? à peu près sur 10 ans. Ouais, la performance est quasiment la même à 250%. T'as quelques périodes où le quality est au-dessus, mais depuis la baisse, c'est à peu près similaire. Non, c'est vrai, il n'y a pas forcément Les de... MSCI World, c'est différent. C'est ça qui est... Alors que ouais, le MSCI World, c'est différent. Euh, mais après, donc, ce que tu disais d'acheter un ETF MSCI World Quality, le problème, c'est qu'il n'y en a pas en Europe à cause des normes UCITS. Ouais. Et que, alors déjà sur PEA, il y en a aucun. On n'a pas Et sur... hors PEA, On a sur CTO, mais ils sont éclatés. Genre, l'encours sous gestion, il est vraiment bas. Vraiment faible. alors au-delà de l'encours sous gestion, les seuls ETF quality que tu as sur PEA, sur CTO, pardon, en Europe, c'est des ETF ESG. Personnellement, c'est des critères sur lesquels Oui. j'investis pas. J'ai lu dans ta description, ouais. C'est pour ça qu'aussi tu t'es orienté vers les entreprises de qualité et t'as diminué les ETF, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais, parce que les deux ETF que j'avais à la base, donc le MSCI World et le Emerging Market, en fait, il y en a un des deux, donc le Emerging Market de chez Amundi, qui a basculé en ESG. Euh, et du coup, bah, je l'ai revendu, j'ai réalloué dans l'ETF S&P 500 de BNP Paribas. Du coup, dernière question pour clôture cet épisode, Hugo. Est-ce vraiment possible de battre le S&P 500 sur le long terme avec des entreprises de qualité? Avec pas forcément un indice, mais le fait de choisir soi-même ces entreprises. Bah, pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que c'est de la logique dans le sens où tu sélectionnes les meilleures entreprises. Alors, après, effectivement, il faut sélectionner les bonnes entreprises. Tu peux jamais être sûr que ton entreprise sera toujours là dans 10 ans, mais statistiquement, tu as beaucoup plus de chances. Enfin, si tu investis dans une entreprise qui a une belle croissance, des belles marges, un avantage compétitif, pas de dette, déjà, tu élimines 80% des entreprises pourries, quoi. Donc déjà, tu as beaucoup plus de chances de surperformer le marché en faisant ça. Et si tu regardes, tu sais, la fameuse étude qui dit que 90% des investisseurs sous-performent le marché en bourse, le problème de cette étude, c'est que c'est comme si tu disais, je sais pas moi, 90% des gens sont incapables de faire un 100 mètres en 10 secondes. Oui, ok, mais si tu t'entraînes peut-être une semaine, peut-être que tu seras capable de le faire, le 100 mètres en 10 secondes. Alors, je sais pas, je te donne un exemple tout bête. Euh, mais en fait, dans cette étude qui dit que 90% des gens sous-performent, tu dis pas quelle est la stratégie de ces 90%, parce que dans le lot, tu as des mecs qui achètent une action une fois par an, tu as des mecs qui vont acheter du crédit agricole, tu as des mecs qui vont faire du trading, qui vont passer C'est des fous. 40 ordres à la journée.
C'est des fonds professionnels, hein, c'est pas des investisseurs Alors, tu indépendants. as, Des fonds deux pro. études. Tu en as une sur des investisseurs particuliers et tu en as une, c'est l'étude Spiva sur les investisseurs professionnels, sur les fonds d'investissement professionnels. Sauf que les fonds d'investissement professionnels, c'est un cas complètement à part parce que généralement, ils sous-performent. Alors déjà, généralement, c'est la performance n'est pas pris, enfin, est pris net de frais. C'est-à-dire que si tu prends pas en compte les frais, t'en as beaucoup plus que ça qui sont au-dessus du marché. Et en plus de ça, les gérants de fonds professionnels, souvent, ils sont obligés d'avoir un taux de rotation du portefeuille élevé, dans le sens où ils te vendent ce type de stratégie. C'est-à-dire que souvent, ils vont surfer sur des vagues, sur des tendances, et pour essayer de faire du marketing pour leurs fonds et pour avoir des clients, ils vont souvent te dire, bah, grosso modo, nous, on s'y connaît, nous, on est actifs, et donc ils sont un peu obligés, si tu veux, d'avoir une stratégie où ils vont avoir un fort taux de rotation du portefeuille. Donc, c'est-à-dire que leurs positions, en fait, ils vont pas les garder longtemps. Mais si tu regardes sur spécifiquement des gérants de fonds qui ont des horizons d'investissement longs et qui, en plus de ça, ont une stratégie quality, la quasi-totalité battent le marché. Tu peux prendre François Rochon, tu peux prendre Dave Cantessaria, Guy Spear, Bill Ackman, même si est-ce que Bill Ackman c'est du quality ou plus du value, ça peut se défendre. Tu peux prendre Chris Huhn, enfin il y en a plein. Quand tu regardes leur performance sur le long terme, ils surperforment tous le marché. Et pour ça, ils ont la même stratégie. Ils achètent les meilleures actions, ils les achètent quand elles sont pas chères et ils les gardent le plus longtemps possible. Bon, écoute, merci pour cette conclusion. Voilà. En tout cas, c'était carré. Et bien, mais voilà, c'est déjà la fin de cet épisode Investir pour demain. Un grand merci à toi, Hugo, d'avoir partagé toute cette Bah, avec valeur. C'était plaisir. hyper clair, en tout cas, sur les entreprises de qualité, avec les critères à suivre. On n'a pas fait les erreurs, mais franchement, tout ce que tu as apporté, il y avait énormément de qualité. Donc, maintenant, tu sais plus ou moins comment bâtir une stratégie solide pour battre le marché sur le long terme. En tout cas, on espère que ça t'a donné des pistes concrètes pour affiner ta propre stratégie, pour investir sereinement. Donc, si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de toi. C'est ce qui nous aide à faire grandir ce podcast et à inviter encore plus d'intervenants passionnants comme Hugo. Tu peux d'ailleurs retrouver Hugo sur Instagram et YouTube sous le nom de EQ Invest si tu veux aller plus loin. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, reste curieux, investis intelligemment et construis ton avenir financier. Allez, reste invest.